La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin cette lecture des journaux avec des femmes puissantes. Oui, les reines prennent le pouvoir, nous annonce Paris Match cette semaine. Camilla en couverture, Maxima des Pays-Bas et Laetitia d'Espagne en fermeture. Grâce à ces reines nées roturières, nous apprend le journal de Jérôme Béglé, la monarchie reste dans l'air du temps. Alors, vous lirez tout ça dans Match, mais mon cher Jérôme, ce n'est pas vous offenser que d'affirmer que la reine la plus puissante d'Europe n'est pas à la une de votre magazine, mais du Figaro ce matin. Il s'agit d'Ursula von der Leyen, auquel le journal consacre une grande enquête où on apprend que la présidente de la Commission européenne a une conception du pouvoir assez solitaire. Elle est retranchée au 13e étage du Berlaymont, le siège de la Commission, où elle s'est fait installer un studio. Du coup, on pensait qu'on la croiserait dans les couloirs, puisqu'elle vit ici, lâche un fonctionnaire. Eh bien, on se trompait. Les commissaires européens sont peu associés aux décisions. Autre obstacle à sa possible reconduction, puisque son mandat est remis en jeu dans 3 mois, ses relations avec son groupe d'origine, le PPE. Anne Rovan raconte la réunion houleuse du parti de droite européen à laquelle elle a participé. Tout avait pourtant bien commencé jusqu'à ce que François-Xavier Bellamy prenne la parole. Il vaut mieux se dire les choses franchement, énonce-t-il dans un silence de plomb, avant d'énumérer les griefs des Républicains. Mais la tête de liste LR aux Européennes revient surtout sur la participation d'Ursula von der Leyen au campus du Parti Renaissance en octobre dernier. Vous avez participé au meeting de rentrée de la majorité présidentielle française, dont l'objet semblait être de retirer son espace au PPE. C'est impossible pour nous de vous soutenir. Ambiance. Mais Ursula von der Leyen sait que finalement son sort est entre les mains d'Emmanuel Macron et son soutien, prévient le journal, ne sera pas gratuit. Une autre femme puissante maintenant signe une tribune dans les Échos. Oui, et sauf erreur de ma part, c'est la première fois que le grand quotidien économique lui ouvre ainsi ses colonnes. Et ce n'est pas totalement anodin, parce qu'il s'agit de Marine Le Pen, la candidate à la présidentielle, qui a ainsi l'opportunité de détailler son programme de réduction des déficits. J'invite tous les économistes et experts de bonne volonté à s'emparer de ces propositions, à les chiffrer et à les compléter. C'est notre capacité à investir pour l'avenir de nos enfants qui est en jeu, conclut Rassembleuse, la patronne du Rassemblement national. C'est donc à lire dans Les Échos, où quelque chose me dit que cette tribune pourrait créer un peu d'émoi. On aimerait bien être petite souris pour assister à la prochaine conférence de rédaction du journal, qui, rappelons-le, n'a toujours pas de directeur, puisque les différents candidats proposés ont tous été retoqués par les journalistes du quotidien. Tout autre chose, Olivier Delagarde, avec ce dossier étonnant dans les pages de Libération. Oui, et les écologistes français n'en finissent pas de nous étonner. Qu'ils contestent la construction d'un aéroport peut se comprendre, qu'ils manifestent contre une autoroute à la limite peut encore s'entendre, qu'ils protestent contre une ligne TGV est déjà beaucoup plus insolite. Mais là, on atteint un nouveau seuil car les écologistes sont partis en guerre contre le creusement d'un canal, une voie fluviale de 107 km à travers les Hauts-de-France, qui permettrait pourtant de réduire le fret routier extrêmement important entre la France et la Belgique, des milliers de camions quotidiens sur la 1. C'est d'ailleurs pour des raisons écologiques que ce projet a vu le jour. Il a d'ailleurs obtenu le feu vert de l'autorité environnementale et du Conseil national de protection de la nature. Mais peu importe pour Libération, qui prend fait et cause pour les écolos du coin, ils aimeraient stopper le chantier car le splendide papillon cuivré des marais, le crapaud calamite et les multiples chauves-souris risquent de ne pas s'adapter à cet incroyable changement de décor, écrit le journal. Comprenne qui pourra. Cette histoire pourrait d'ailleurs vous donner envie de lire ou relire Philippe Muret, que je sais que vous adorez, Dimitri. Ça tombe bien, on publie les derniers volumes de son journal intime ces jours-ci. C'est d'une intelligence décapante et d'une drôlerie irrépressible, confirme le Figaro, qui nous en propose les bonnes feuilles. Écoutez ce qu'il nous dit. Ce qu'il y a de plus insupportable chez les écrivains aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils soient incapables de montrer notre monde, c'est qu'ils l'approuvent. Seul le désaccord absolu avec la société actuelle permet de la décrire tout en donnant la sensation au lecteur qui la découvre. Il faut insulter cette planète. Un visage giflé devient nouveau, surprenant, inédit. Intéressant. Il écrit ça, et je précise, en 1994, Philippe Muret, mais ça sonne tellement contemporain. Et pend sur le museau du crapaud calamite, vous direz la suite tout seul, Dimitri, parce que pour conclure, il nous faut quand même parler de la singularité de cette journée et du journal qui va avec. La chose ne vous a sans doute pas échappé, nous sommes le 29 février, une journée en plus, car, tout le monde le sait, il s'agit de récupérer le quart de jour annuel qui manque entre l'année calendaire et l'année solaire. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'année n'est pas bissextile tous les 4 ans. Si l'année est un multiple de 100, elle n'a pas 29 jours,
sauf si c'est aussi un multiple de 400. Et là, elles sont bien bissextiles. En clair, si l'année 2000 était bissextile, 2100 ne le sera pas. Ça vous fait une belle jambe, me direz-vous, sauf qu'en 2100 ne paraîtra donc pas la bougie du sapeur. C'est là où je voulais en venir. Alors, la bougie, c'est un ovni dans la presse française, hein. Un journal gag qui ne paraît que les 29 février, une fois tous les 4 ans. Donc, mais le gag dure quand même depuis 44 ans. On en est donc au numéro 12. Les lecteurs qui sont parmi les plus patients du monde découvriront la suite de leur feuilleton. Les autres s'amuseront des blagues très potages, des calembours, qui sont la cire de cette bougie. Mais au passage, le journal rappelle quand même que dans son dernier numéro, il y a 4 ans, donc il a été l'un des premiers à s'intéresser à Volodymyr Zelensky. La bougie s'amusait alors de cet humoriste devenu président de son pays en mai 2019. Seulement la farce, comme on le sait, a tourné court en Ukraine. Vladimir Poutine, crapaud calamite des steppes, n'ayant pas du tout le sens de l'humour, mon cher Dimitri. Merci beaucoup, la revue de presse Olivier Delagarde. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je me disais que la bougie pourrait vous faire un sujet avec les auditeurs d'Europe 1, puisque c'est vous qui héritez, si mes informations sont bonnes, de la tranche de l'ami Pascal Praud entre 11h et 13h. Oui, absolument, vos informations sont totalement fondées. C'est voilà. pour ça que je voulais vous